Bonsoir à tous les amis, bonsoir non, il est midi en fait, donc bonjour, c'est vrai que j'ai tellement pas l'habitude, ou j'ai plus l'habitude de faire des lives assez tôt comme ça. On est dimanche, on est tranquillement à l'heure du déjeuner, histoire de discuter ensemble de tout ce qui se passe dans ce beau week-end footballistique, parce qu'on a de la Coupe de France, on a aussi évidemment de la Coupe d'Afrique des Nations, on a du Mercato, on a plein de choses à voir, du coup je me disais que comme on n'a pas de Ligue 1, on n'a pas de débrief ce dimanche soir, bah, pourquoi pas faire un petit live un peu récap de tout ce qui se passe. Surtout que, voilà, comme je vous le dis, c'est vrai qu'on a assisté à de beaux quarts de finale de la CAN avec des matchs à enjeu, à polémique, plus ou moins justifiés, l'odeur du sang comme on dit, et puis aussi des démonstrations collectives à l'image du Nigeria hier. L'Égypte aussi, hein, l'Égypte toujours aussi dangereuse quand on ne l'attend pas. Et puis revenir aussi sur le match du Maroc, également la qualification du Sénégal, histoire de faire un petit tour d'horizon avant ces demi-finales de mercredi qui s'annoncent assez riches et denses, hein, Sénégal-Égypte et Maroc-Nigeria. Je pense que ça va être super intéressant de voir ça. En vrai de vrai, si on parle vraiment de qualité d'effectif et de profondeur de banc sur le papier, je pense que Sénégal, Maroc et Nigeria sont pas loin d'être les meilleures équipes. Et je pense que la quatrième, ça aurait pu être la Côte d'Ivoire, mais l'Égypte, voilà, on sait que c'est une équipe à part sur ce continent. Donc on va voir comment ils vont pouvoir se sortir encore une fois du piège sénégalais, ou plutôt si le Sénégal va se sortir du piège des pharaons, parce que ça va être délicat. Je pensais que tu lancerais après les matchs de Coupe de France ce soir justement. Alors écoute, j'ai hésité, mais je t'avoue que les dimanches soirs où tu sais, je termine à 2 heures, le temps de faire le live, le montage, de publier, et le lendemain pour hors-jeu, je suis un peu fatigué. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais changer un peu mon logiciel, mon algorithme, et je vais faire un live plus tôt. Comme ça, vous aurez quand même du contenu en rediffusion pour ceux qui nous regardent comme d'habitude sur YouTube, également en podcast. Et moi, ce dimanche, je vais continuer. Alors, c'est vrai qu'il y a le LOSC Lyon qui s'annonce très très bien, mais je sais pas si vous avez suivi sur Twitter ou même sur Insta, je me suis lancé dans un défi de regarder 100 nouveaux films cette année. C'est un truc que je voulais faire depuis longtemps parce que moi je suis plutôt team série. Je regarde beaucoup de séries. L'an dernier, tu vois, je me suis rendu compte que j'ai fait tellement de bons programmes. The Pitt, une série médicale qui est excellente. Il y a la saison 2 qui a été lancée vendredi, donc n'hésitez pas à regarder. Il y a évidemment Paradise, il y a Task, il y a Mobland, il y a Severance, il y a Pluribus. Faut que je me fasse le ça Welcome to Derry. Et voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de belles séries qui ont été sorties, mais je vais pas dire que j'ai une bonne culture cinématographique, mais j'ai regardé, on va dire, les grands classiques, les choses qu'il faut avoir vues, et deux trois films à part. Mais des fois, quand je vois des références et tout, je dis, tiens, il me manque des choses, quoi. Donc je me suis dit, comme je n'ai pas encore d'enfant, que j'ai un peu de temps libre, que je fais des allers-retours en train, que voilà, après les matchs, j'aime bien me regarder un truc hors contenu foot, bah, l'objectif c'était de se regarder 100 nouveaux films. Écoutez, on en a déjà vu 4. J'ai fait Avatar 3, j'ai fait 12 hommes en colère, j'ai fait L'arme fatale 1, et j'ai fait le silence des agneaux. Donc tu vois, j'ai en vue en plus des trucs. Il y a un truc qui est sorti au cinéma, mais aussi des films qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre, des grands classiques. Et c'est dingue de les découvrir là, parce que je comprends pourquoi ils ont marqué leur époque. Et 12 hommes en colère, si vous ne l'avez pas vu, c'est un huis clos qui se passe dans les années 50 au tribunal de New York, avec 12 jurés qui doivent décider si un adolescent est coupable ou non coupable, avec derrière, bah, évidemment, la peine de mort. Et franchement, le film est tellement bien écrit, noir et blanc, mais vraiment, il y a des plans, c'est beau, c'est super intelligent, c'est bien pensé, on est dedans, on a l'impression d'être avec eux, donc c'est ma reco ciné, qui, je me disais en même temps, c'est bien de pouvoir, tu vois, aller sur des terrains que t'as pas l'habitude, des films un peu anciens, parce que les films anciens, moi, ça va plutôt être, tu vois, les classiques de la comédie française, peut-être du De Funès, des choses comme ça, mais voir des films comme ça, et du coup, ouais, là, j'ai envie de me faire Laurence d'Arabie, par exemple, des trucs comme ça, 2001, l'Odyssée de l'espace, des choses que je n'ai pas pu voir, que j'ai pas eu l'opportunité de regarder, et qui sont assez fous, quoi. Étonnant que tu n'aies pas grandi avec L'Arme Fatale, mais je me trompe peut-être sur ton âge. Alors, c'est vrai que L'Arme Fatale, qui est sorti dans les années 80, c'est le genre de film que j'aurais pu voir parce que mon père était grand fan de films d'action. Par exemple, euh, dans la famille, on était très Die Hard, très Bruce Willis. Donc, les pièges de cristal, tout ça, je les ai vus, je les ai revus plus grands, j'adore. Mais L'Arme Fatale, j'avoue, je suis passé à côté. De toute façon, je suis passé à côté de L'Arme Fatale et de Bad Boys. Tu vois, mais pourtant, Bad Boys, c'est peut-être un peu plus ma génération. Mais j'ai pas pu les regarder. Et comme le dit Pack de Bière, ouais, 12 hommes en colère, ça vient d'une pièce de théâtre, exactement.
Donc écoutez, je profite du fait qu'il n'y a pas de Ligue 1 ce soir pour continuer mon petit marathon ciné. Et pour tout vous dire, hier on a commencé le film avec Roche Dizem sur la fuite de Kaboul. Lorsque les talibans ont repris le pouvoir, c'est 13 jours, 13 nuits, film de 2005, qui est vraiment qui est tiré d'une histoire vraie sur comment on a organisé à l'ambassade de France la fuite à la fois des ressortissants français, mais aussi des personnalités afghanes qui ont compté, qu'on a envie d'exfiltrer par rapport aux talibans. Et le film il te plonge vraiment en immersion, tout ça, où t'es direct dedans. Et comme tu le dis, Juicy, ça rappelle un petit peu Argo dans ce sens, qui était un film avec, comment ça s'appelle, c'est Ben Affleck, non, je crois, qui parle de l'ambassade américaine lorsque les Mollahs ont repris le pouvoir en Iran après la chute du Shah. Et c'était très très bien construit parce que c'était l'idée de comment est-ce qu'on peut faire partir des personnes, on les fait passer pour des réalisateurs, des personnes du cinéma canadien, je crois de mémoire, et le film est assez intense, donc vraiment bien foutu. J'ai vu Le cabinet du docteur Caligari de 1920 récemment, c'est une sacrée expérience. Alors tu sais que j'ai déjà vu moi des films assez anciens, pour la fac d'histoire, où on avait tout ce qui était Troisième République et études un petit peu de la France culturelle et même dans l'Europe. Et du coup, j'avais vu M le Maudit, un film allemand qui était vraiment hyper intéressant à voir, enfin avec un regard, tu sais, de quelqu'un pour qui sa culture cinématographique était plutôt, tu vois, destinée, on va dire, au Star Wars, au Seigneur des Anneaux, comme j'ai dit encore une fois, beaucoup de Disney, comédie française. Et c'est vrai que ça m'avait fait un choc à l'époque de voir ça, parce que je m'attendais pas du tout. Et j'avais bien aimé, franchement, le récit du film. Et j'avais ce côté un petit peu découvert du cinéma que j'ai perdu malheureusement quand j'étais à la fac. J'ai fait aussi pas mal d'Hitchcock, notamment L'Auberge de la Jamaïque, qui est un film en noir et blanc, qui est assez intéressant, assez drôle. Et tu avais aussi Fenêtre sur cour, qui est un de ces grands classiques, un petit peu huis clos, crime, comment est-ce que ça se passe pour deviner l'assassin. Donc Hitchcock, si vous avez jamais vu, c'est aussi très très fort, évidemment. Le salaire de la peur, oui, bien vu de Breton-sur-Ouillan. Il est sur ma recommandation, la liste que les gens ont pu me faire. Je t'avoue que j'ai pas voulu me faire de liste parce que j'aime bien, tu vois, me dire tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de voir. Est-ce que je veux plutôt voir un film ancien, un film étranger. Et je sais que parmi les réalisateurs que je connais pas du tout et qui est considéré comme un des maîtres un petit peu, c'est Akira Kurosawa, qui a notamment fait Les 7 samouraïs, qui est Le ciel et l'enfer. Donc ça fait partie des grands réalisateurs que je connais pas du tout. Et comment ça s'appelle, les 7 samouraïs, il est sur MyCanal. En fait, MyCanal, il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu vas sur Film Culte et il te classe les films par décennie. Et du coup, t'as des films, forcément des années 2010, t'as les classiques, t'as les années 2000 avec Inglourious Bastard, années 90 avec Jumanji, années 80 dont L'Arme Fatale, et puis petit à petit on redescend, Barry Lyndon, années 70, années 60, je crois qu'il y a Le Cornio, années 50, il y a donc, il y a, comment ça s'appelle, un Américain à Paris, et années 40 t'as Casablanca, et après t'as années 20 et 30, et je trouve ça quand même beau, tu vois, de pouvoir proposer ça. Et après je sais qu'il y a aussi des applications qui te permettent de regarder gratuitement, enfin des sites où t'as des accès libres à pas mal, t'as de véritables cinémathèques, je crois qu'Arte aussi ils ont un bon petit truc. Donc voilà, si vous voulez vous enrichir niveau cinéma, n'hésitez pas à aller là-dessus. Donc plaisir de partager avec vous cette résolution de daron, de trentenaire qui a envie d'aller un peu plus vers le 7e art, quoi. J'avoue, je me suis mis récemment découvert du vieux cinéma et je kiffe ma vie. Ah non, mais je sais que c'est un pan de l'histoire de l'art et du cinéma que je connais pas du tout et je kiffe. Enfin, vraiment, le 12 hommes en colère, il m'a mis totalement dedans, quoi. Et c'est même pas que j'avais un filtre ou une limite par rapport au film en noir et blanc, mais je me disais, tu sais, c'est des choses que j'ai jamais consommées, donc c'est toujours particulier de se lancer dedans. Mais franchement, c'est très très bon. Franchement, le film, j'ai adoré. Le ciel et l'enfer, il est incroyable. Mélange en première partie de Fenêtre sur cour et après d'un thriller policier. Bah non, il fait partie de mes petites envies cinéma. Mais oui, t'inquiète pas, Free Fire, on va parler du grand Macclesfield et on va parler de tout ce qui s'est passé. Désolé pour cet intermède cinéma, mais évidemment, c'est toujours l'intro où on parle un petit peu de la vie d'à côté. Et oui, le foot, c'est très important dans nos vies, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Donc, salut à tous ceux qui sont présents ce dimanche midi, comme Mathis Losk, Full Guns, un des nouveaux venus, Max Transler également, ça fait plaisir, Doudou, Damiano, Eiji,
tous les bons cracks qui sont présents sur le chat, Breton, Leniac, Yocheko, salut Scipion, j'avais envie de faire un énorme pavé sur mon rapport avec le foot en ce moment et ton avis issu du chat m'intéresse. Il est trop long pour un message Twitch, donc je l'ai mis en réponse à ton dernier tweet, tu vas aller voir. Ok, j'irai voir juste après, peut-être que je te répondrai là, comme on a pas mal de choses à voir et que je pourrais pas rester très très longtemps, mais en tout cas oui, j'irai voir ton message, ne t'en fais pas, mais oui, le rapport au foot, c'est toujours quelque chose. Sinon, tu sais quoi, on peut peut-être aller le voir maintenant pour essayer de comprendre un petit peu ce que tu veux faire avant de se lancer vraiment dans toute cette actualité Cannes et également Mercato. Je vais aller voir ça vite fait parmi toutes tes réponses. Hop, parce que normalement, je crois que en mention. Hop, alors c'est bon, je viens de voir ton message. Ultra Sadiki, déjà, c'est un beau pseudo. Hop. Salut Scipion et le chat, je viens me confier, j'en ai rien à foutre du foot en ce moment. Je pense que c'est à la fois parce que subjectivement j'ai d'autres passions que la musique qui prennent le pas en ce moment, mais aussi le foot en lui-même. Il y a un trop plein. Cannes, club de cœur, euh, gros match, et je suis plus le foot féminin, donc ça fait 2 circuits à suivre. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai de plus en plus de mal à me concentrer devant les matchs, du coup j'en rate plein. Et même IFC 25, j'ai la flemme d'y jouer. Et le pire, c'est les réseaux. J'ai vraiment un trop plein, 4000 avis, plein d'actu qui viennent et l'impression de devoir avoir un avis sur tout, de commenter la dernière performance de Cherki, de débattre de l'erreur d'arbitrage du match de l'OM, de se passionner pour le nouveau crack à la mode. J'ai un trop plein, voilà, je voulais le lâcher quelque part. Non, en vrai, je pense que c'est pas du tout comment on pourrait dire, une unpopular opinion. Il y a beaucoup de gens qui, comme toi, ressentent soit une frustration, soit un lâcher prise, soit évidemment pouvoir se détacher totalement du foot. Et c'est plus, comment dire, imposé, subi que volontaire. Et c'est vrai que là, moi, ce que je vous dis souvent, c'est qu'il y a plus en plus de compétition, mais tu as un accès au match qu'on pouvait pas avoir avant. Et du coup, je suis toujours un petit peu entre cet entre-deux parce que le Adrien de 2005-2006, qui déjà suivi à fond le foot, qui aimait regarder sa Ligue 1 Orange, mais aussi sa Ligue des Champions, regarder l'équipe du dimanche pour avoir un petit peu à droite à gauche, savoir ce qui se passe. J'aurais été hyper chaud de pouvoir regarder tous ces matchs chaque week-end. Mais en même temps, c'est aussi ce truc de la rareté d'avoir ce match diffusé sur TF1 le mardi ou le mercredi à 20h45, d'avoir ce petit luxe de se dire bah c'est le rendez-vous quoi. Tu ne peux pas passer à côté de ce Manchester United OL parce que bah, les autres matchs pour les regarder c'est sur Canal mais c'est compliqué parce qu'ils diffusent pas tous les matchs. Ça c'est clair et net. Donc je peux comprendre. Je vais même demander, je pense, l'avis du chat pour savoir un petit peu quel est votre rapport au foot. Overdose du foot, oui ou non, comme ça c'est clair et net. Moi, ce que je ressens, je peux pas dire que je ressens une overdose du foot parce que j'ai pas ce truc en mode je n'ai plus envie de regarder. Je pense qu'il faut faire des choix. Par exemple, la Coupe du Monde des clubs, je suis parti en vacances, je suis revenu genre pour demi-finale et finale, et j'ai regardé, tu vois, vraiment de loin les matchs qui étaient un peu fous, comme le PSG Real, il y avait le Al Ahly de mémoire, ou Al Hilal Manchester City qui s'est terminé en prolongation. Donc tu vois, je pense qu'il y a des compétitions qu'on veut nous faire regarder, mais t'es pas obligé de vivre. Alors évidemment, si t'es payé, c'est ton métier, si t'es dessus, si il y a une quotidienne, il y a une organisation, oui, on va faire le job. Mais là, pour le coup, moi, j'avais rien d'imposé là-dessus. Donc je me suis dit, non, on va pas forcément regarder cette compète. Moi, je choisis toujours bien mes matchs, entre guillemets, à savoir que je sais que le week-end, je vais être occupé. Vendredi soir, je vais regarder mon match de Ligue 1. Samedi, je vais faire mon petit marathon de 17h, 19h, 21h. Si avant, en première ligue, il y a un match qui m'intéresse, peut-être que je rejeter un petit coup d'œil. Mais avant, tu vois, je vais vraiment profiter de mon samedi jusqu'à 17h pour faire d'autres choses, pour sortir en ville, pour faire des courses, pour faire du sport. Le principal, c'est de s'aérer. Si on a l'opportunité, si on a le temps, si bah, évidemment, t'as des enfants, ça peut être un petit peu plus particulier. Le dimanche, c'est reparti pour un tour. Et le dimanche, moi en plus, j'ai le débrief Ligue 1, donc je sais que je vais avoir ce moment un peu crucial. Souvent j'écris un article aussi le dimanche, donc voilà, je sais que maintenant mon dimanche c'est pas le jour de repos, moi c'est peut-être limite le jour où je taffe le plus. C'est comme ça, mais encore une fois, quand tu fais un métier passion, c'est juste du kiff. Et après bah il y a évidemment aussi la Ligue des Champions. C'est vrai que bon, des phases de groupe avec 8 matchs, t'as les barrages, on rajoute de plus en plus. Moi je garde ce côté un petit peu
enfantin, à savoir la curiosité de découvrir des joueurs. Après, je comprends ton message, hein, de se passionner pour le nouveau crack à la mode. On n'est pas tous obligés de faire, mais avoir un petit aperçu d'un joueur qui peut pop comme ça, même hors top 5 européen, je trouve ça toujours bien de découvrir de nouveaux talents parce que bah, forcément, c'est ceux qui vont faire l'actu derrière. Donc, être un peu renseigné sur quel est leur parcours, leur poste, leur personnalité, je pense que c'est très très bien. Après, moi, je crois que je vous l'ai déjà dit, pour me détacher du foot, il y a des personnes qui font de très belles choses en termes de contenu, d'après-match. Mais moi, bah, tu vois, j'en fais sur ma chaîne, j'en fais sur hors-jeu. J'avoue que je regarde de temps en temps une petite vidéo d'Alex de Castro, compte de foot, BR10, Willow, quand il y a un sujet qui me captive. Mais sinon, j'avoue que hormis ce que je regarde et ce dont je parle, je regarde quasiment pas de foot hors dehors de ça. Je préfère m'aérer l'esprit avec une série, avec un film, avec une vidéo YouTube hors ballon rond, parce que je trouve que sinon c'était vraiment baigné dedans. Le seul truc que je fais, c'est que quand je prends le train, je vais à hors-jeu, souvent je bouquine. Tu vois, j'ai un livre sur le foot. Là, par exemple, il y a quelques semaines, j'ai lu le livre sur les années Wenger à Arsenal, qui est très très bien construit, qui est super intéressant, qui raconte vraiment les coulisses de son arrivée et comment il en a fait bah, l'une des équipes les plus modernes avant l'heure d'Europe. J'ai lu le livre de Jean-Marc Haussmann qui a fait l'arrêt un peu révolutionnaire qui a permis bah, tous les joueurs de pouvoir partir de leur pays et d'avoir la fin des quotas 3+2 des étrangers. Donc j'ai pu faire ça en plus pour le boulot. Là j'ai reçu un livre sur l'évolution du gardien de but et je me dis que je vais peut-être avoir l'auteur en interview, en émission pour vous partager ça, donc c'est bien. Donc j'avoue que hormis ce que je regarde comme match et ce dont je parle avec vous, les livres j'aime bien, mais sinon forcément quand tu ressens ce trop plein de contenu d'informations. Et après, moi aussi, hein, tu vois, je vais sur Twitter, je vois hein, les gens qui partagent énormément de choses, qui commandent tout, qui réussissent à le faire ça. Et moi-même, peut-être que je suis dedans. Je peux m'incriminer, hein, parce que je fais partie de ça, parce que je vais pas regarder tous les matchs. Par exemple, hier, quelqu'un a dit parlons de l'incroyable Macclesfield. Oui, moi j'ai des alertes foot, et mon alerte FA Cup, c'était. Macclesfield, club de 6ème division qui sort Crystal Palace. J'étais là, mais attends, c'est quand même rare en première ligue, enfin en Angleterre, de voir une PL et encore plus le tournant du titre se faire sortir comme ça. Et je suis allé voir, et c'est là où je suis tombé sur le but qui qualifie Macclesfield. Je vous invite à aller le check parce que c'est le but peut-être le plus moche, mais le plus important de l'histoire du club. Parce que t'as un cafouillage, t'as une partie billard, t'as une mauvaise relance, t'as une espèce d'aile de pigeon au ralenti, t'as le gardien qui est un peu à la ramasse, qui va pas trop bien la chercher. Donc le but est vraiment folklorique, mais ça permet à Macclesfield d'éliminer Palace. En sachant évidemment que quand on parle de 6ème division en Angleterre, c'est pas du tout le même contexte qu'en France. Enfin, on peut pas comparer une équipe de D6 anglaise avec une R1 parce que c'est pas les mêmes moyens, c'est quand même 3000 personnes je crois en moyenne au stade. Et en plus ce qui est drôle, c'est que le coach de Macclesfield, c'est le frère de Wayne Rooney. Tu vois, le monde est petit, hein, encore plus dans ce sens. Donc ouais, je peux comprendre cette distance prise par rapport au foot. Overdose du foot, tu vois, il y en a qui sont à 63% non, donc ça peut s'entendre, mais encore une fois, il faut aussi pouvoir regarder à droite à gauche et s'aérer l'esprit. Je pense que même si on est tous présents, connectés, on voit sur Twitter, on a presque ce truc de pas d'obligation, mais de devoir regarder tous les matchs, sinon tu peux être détaché ou quoi. Mais non, justement, le luxe, c'est aussi de pouvoir regarder une équipe en octobre, ne pas voir 3-4 de ces matchs parce que t'as pas le temps, parce que c'est impossible, et la revoir quelques temps après. Enfin, moi, ça m'a fait cet effet-là avec Aston Villa. Aston Villa en début de saison qui était mauvais, qui n'a pas gagné ses 5 premiers matchs, qui a marqué que mi-septembre son premier but à Sunderland. Et j'avais vu le match, c'était un peu laborieux. Et je revois Aston Villa 2 mois après. Je ne vais pas dire que c'est le Barça 2011, mais ça a quand même bien changé. Donc il y a aussi ce truc un peu savoureux de découvrir des équipes voilà, qui peuvent progresser d'un instant à l'autre. Je trouve que les championnats, on va dire secondaires, c'est bien plus simple pour l'esprit #hipster. Non, mais je pense que ça peut faire partie aussi de la culture foot et de cette volonté de s'ouvrir à d'autres possibilités, tu vois, de check un petit peu le championnat portugais pour voir ce que fait le Porto de Farioli, regarder l'Ajax en crise, même si ça va un peu mieux en ce moment, face à un PSV qui roule sur tout le monde aux Pays-Bas. Moi, le championnat que j'ai adoré découvrir ces derniers temps, c'est le belge, parce que tu as énormément de talents qui ont été formés, qui ont été recrutés et qui ensuite sont partis dans le top 5 européen. Et je trouve qu'en Belgique, il y a vraiment ce truc de championnat
C'est un laboratoire et tu vois beaucoup de belles choses, que ce soit d'un point de vue tactique, coach. Enfin, tu vois, Bruges en Ligue des Champions, je trouve que ça a été un bel ambassadeur. L'Union Saint-Gilloise aussi dans les autres Coupes d'Europe. Donc, tu vois, la Belgique, il y a. Ouais, il y a 5-6 ans, je pense, je regardais aucune minute. Et là, bah, l'an dernier, ils étaient sur DAZN. J'avais aussi la Ligue 1 sur DAZN. Donc, j'ai check ça un petit peu. Et ouais, franchement, le championnat belge, ça fait partie des choses que je pensais pas regarder un jour. Mais dès que je peux jeter un petit coup d'œil, et je pense que ça se ressent dans mon contenu parce que de plus en plus, je parle de jeunes qui viennent de là-bas, hein, comme Nathan Decat, par exemple, ce qui peut faire partie un petit peu des révélations de l'année 2026. Bah, d'ailleurs, si jamais vous avez le temps, j'ai sorti ma vidéo, le classique, les jeunes joueurs à suivre en 2026, histoire de voir un petit peu quels sont les cracks qui vont nous émerveiller, même si ça va peut-être être en contradiction avec ton bon message de se passionner pour le nouveau crack à la mode, mais voilà, comme on dit, c'est le boulot, c'est la passion, donc obligé de faire ça, mais non, c'est toujours une belle discussion de pouvoir se poser sur ça, histoire de faire un tour complet de où est-ce qu'on en est de notre rapport, de notre lien avec le football, parce que quand tu vois la multiplication des compétitions, l'élargissement, t'as des matchs tous les jours, c'est vrai qu'on peut ressentir ce truc de on a envie de souffler quand même. Je regarde plus que les matchs de l'équipe que je supporte pour le reste, je fais mon footix avec les multiplex en arrière-fond. Alors tu sais que multiplex, c'est très très bien. Par exemple, le multiplex Coupe de France d'hier, il était génial à 15h30. Le multiplex de Ligue 1 à 17h15, il régale. Le multiplex Première Ligue à 16h, il est très bien foutu. Le multiplex Bundesliga à 15h30, il est sympa aussi. Donc non, peut-être remettons les multiplex à la mode, même si évidemment, tu vas peut-être pas avoir des grands enseignements tactiques, mais avoir ce côté un petit peu, je sais pas, une distraction, une cour de récréation, où tu vas avoir des buts à droite à gauche, ça fait plaisir. C'est comme, tu sais, le fameux multiplex de Ligue des Champions qui va revenir, hein. Là, lors de la dernière journée, on aura 36 divisé par 2, on aura 18 matchs en même temps, et certains s'étaient plaints, oui, c'est vrai que le multiplex, enfin le jingle, il sonne toutes les 2-3 secondes, mais c'est bien, c'est rigolo, enfin ça arrive une fois par an, c'est qu'une fois par an, franchement, il y a eu aussi ça en Conference League, il y aura aussi ça en Europa League, ça bouge dans tous les sens, ça fait pas de mal, enfin il y a plus grave dans la vie qu'un multiplex Ligue des Champions, je pense. Du coup, on va aller tranquillement sur nos résumés Cannes, après cette petite introduction mi-cinéma, mi-rapport au foot. C'est toujours intéressant de débattre de ça avec vous. Ça, c'est très clairement le cas. Du coup, hier, on a assisté quand même à plusieurs matchs très sympas, notamment le Égypte-Côte d'Ivoire, qui est peut-être l'un des meilleurs matchs de cette Cannes, en termes de rebondissement, d'animation, de vécu. Et l'Égypte rappelle que même si on l'attend pas, même si ça peut être une bête blessée, même s'ils n'ont pas leur effectif à 100%, même si ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas gagné la CAN, bah ça reste l'Égypte, ça reste le pays le plus titré, celui qui a traumatisé des générations, qui a traumatisé la Côte d'Ivoire d'Emer Faé en 2006, joueur, et qui désormais l'a aussi fait en 2026 en tant que sélectionneur. Pourtant, je trouvais que sur le papier, la compo était hyper intéressante, même si en effet, certains joueurs, on ressort de cette canne avec une frustration. Je pense à Franck Cassier, qui a vraiment pas été au niveau de sa phase d'élimination directe de 2023. Le trio offensif, demander à Amad Diallo, qui ont beaucoup percuté mais qui ont été des fois un petit peu trop individualistes, c'est dommage. Chris Neoulay qui a tenté d'exister mais c'était compliqué parce qu'en face l'Égypte a sorti la tenue des grands soirs, la tenue de gala. On l'a senti très très vite, ce truc de punir et de se mettre à l'abri avec le but de Marmouche, la finition qui laisse, tu vois, juste après l'erreur de Kosunu qui va tromper le gardien ivoirien Fofana. Moi j'ai adoré la passe d'Achour sur le troisième but égyptien, Achour qui part côté gauche et qui va, tu vois, faire cet extérieur génial pour servir Salah. Donc l'Égypte qui avait sorti une composition assez, est-ce qu'on peut dire prudente? Est-ce qu'on peut dire que c'était le bus? Je ne sais pas, mais en tout cas c'était la bonne approche tactique, je pense, d'attendre ces Ivoiriens et de piquer en compte, parce que bah, t'as quand même et Marmouche et Salah, on va pas présenter ces deux garçons-là, mais quand t'as un Achour, t'as derrière du Fati, du Hatia qui travaille aussi bien, et t'as aussi cet assise défensif qui a bien tenu le coup, même s'ils ont encaissé 2 buts, bah, je trouve que le contenu proposé par l'Égypte, c'était le plus cohérent face à cet adversaire. Et finalement, bah, ils vont être en demi-finale. Ils ont maintenant à chaque match le statut d'outsider. Et je pense que ça leur correspond tellement bien d'être l'équipe sur laquelle on mise pas. Parce que comme je vous le disais, quand tu regardes le tableau final, parmi les demi-finalistes, je trouve que le Sénégal, le Maroc et le Nigeria
ont au global les meilleurs effectifs. Ça, voilà, on peut peut-être débattre de la Côte d'Ivoire qui aurait pu être le quatrième. Derrière, évidemment, tu as des équipes qui auraient pu être, tu vois, comme l'Algérie, comme le Cameroun, mais on sent qu'il y a des petits manques quand même dans ces effectifs. Et pour le coup, l'Égypte a ce secteur offensif génial, a ce vécu en commun de cette équipe, parce que ils évoluent tous à peu près dans le championnat égyptien. Zamalek, Pyramides, Al-Ahly, c'est des joueurs qui se connaissent par cœur, donc ça doit aider quand même pour le bon Hassan dans cette osmose. Et c'est vrai que le contenu contre le Bénin était pas dingue. T'as eu ce match en phase de groupe contre l'Afrique du Sud qui était pareil poussif. Contre l'Angola, c'était pas évident. Mais à chaque fois, tu vois, t'as eu des matchs qui ont tourné en leur faveur. Ils ont été menés au score. Ils sont revenus. Ils ont fait des changements tactiques en cours de rencontre. Achour, tu vois, qui a fait un très bon match hier. Par exemple, il est sorti lors d'un match de phase de groupe dès la 30e minute. Je crois que c'était contre l'Afrique du Sud. Parce que ça n'allait pas. Donc, on est quand même capable de remettre en question certains statuts côté égyptien et de pouvoir changer tout ça. Et je trouve que ça a bien marché pour cette équipe qui a piqué les Ivoiriens en compte, qui a profité de la moindre erreur individuelle, qui a marqué sur coup de pied arrêté, qui a vraiment retrouvé cet état d'esprit qui a fait leur bonheur et leur singularité pendant tellement d'années en Afrique. On sait que c'est le dernier titre majeur qui manque à Salah. On peut imaginer peut-être une Coupe du Monde, même si ça va être compliqué, mais en termes d'accomplissement pour terminer au sommet, c'est cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est en demi-finale. Contre le Sénégal, on peut encore une fois imaginer que le Sénégal est favori parce que tu as peut-être un meilleur 11 sur le papier, peut-être que le niveau moyen du joueur sénégalais est supérieur à celui de l'Égyptien, mais je vous dis, c'est le genre de considération, quand tu es à 60-40, l'Égypte, ils adorent ça, qu'on ne les attende pas. Après, là maintenant, vu le match qu'ils ont fait contre la Côte d'Ivoire, je pense qu'on va les prendre quoi qu'il arrive au sérieux, mais après, je pense que toutes les équipes, quand elles démarrent contre l'Égypte, elles savent à quoi s'attendre. Mais tu vois, ce mélange de savoir être efficace, parce que je crois qu'hier, c'est 3 buts sur 4 tirs cadrés, non c'est pas ça. Ouais, c'est ça. 3 buts sur 4 tirs cadrés. Tu vois, la Côte d'Ivoire qui a plus tiré, qui a eu 71% la possession. Donc vraiment, un match où, dans l'état d'esprit, il savait y faire. Il savait que quoi qu'il arrive, dès qu'il menait au score, ça va être compliqué. Puis en plus, tu vois, les petits gains de temps, El Shanaoui qui commence à avoir des crampes. Je crois qu'il a commencé à avoir des crampes à 70e. Donc même pour faire, je vais pas dire péter un plomb à son adversaire, mais pas loin, il savait y faire. Donc l'Égypte, ouais, ça va être intéressant, quoi. Le Sénégal galère contre les blocs bas. Le Maroc aussi en quart de finale. Le Nigeria, par contre, c'est vrai que le Nigeria, bloc bas, bloc haut, bloc médian, eux, ils s'embarrassent pas trop de ces considérations-là. Ils vont juste chercher à te faire du mal. Mais ouais, dommage pour les Ivoiriens parce que je trouvais qu'il y avait une montée en puissance. Je trouvais que le match contre le Burkina Faso était bien accompli. Que tu avais ces différentes armes. Diallo, Diomandé. Tu avais ce milieu de terrain, même si encore une fois la canne de caissier elle est en dessous. Faudra voir un petit peu les choix pour la future Coupe du Monde. Tu as quand même un 11 sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, on le rappelle, c'est Allemagne, Équateur, Curaçao dans le groupe. Alors bien sûr, tu as toujours cette histoire de meilleur troisième, mais attention parce que ça va pas être évident si tu termines meilleur troisième et que tu te retrouves face à une tête de série type Brésil, Allemagne, Brésil, pardon, Argentine-Espagne, voir la France, ça peut être difficile. Attention, les coups de pied arrêtés défensifs pour l'Égypte, c'est vrai. Et quand tu vois côté nigérian, par exemple, si on imagine une potentielle finale, après je parle de différents tireurs, mais la qualité de pied d'un Iwobi, d'un Lookman, ou contre le Sénégal, voilà, pourquoi pas Diliman Ndiaye. Surtout que tu as déjà marqué pour le Sénégal sur coup de pied arrêté, notamment avec Sek. Tu as aussi Koulibaly, Niakate, tu as Pape Gueye, tu as Jackson, tu as Habib Diallo, tu as du monde. Donc c'est vrai que ça va être une question à surveiller, quoi. Diomandé est si fort que ça. Diomandé, franchement, il a fait une bonne canne. Après, n'oublions pas que c'est un jeune joueur de 19 ans qui continue d'apprendre. Il y a un an, il était, je pense, peut-être sur le banc, voire dans la réserve de Leganés. Ça allait très très vite pour lui. Il y a eu ce transfert de 20 millions d'euros vers Leipzig. C'est la révélation de la première partie de saison avec Lennart Karl en Bundes. Il a quand même été impliqué sur 11 buts, je crois, en tout, entre la Coupe et la Bundes. Il fait énormément de belles différences. Il est encore en phase d'apprentissage. Tu vois, sur ce match-là, on a senti que c'était plus compliqué par moment de libérer le ballon, de pouvoir être un joueur qui peut faire la différence autrement que par la
la percussion, il va continuer d'apprendre, mais ça peut être un joueur qui continue sur cette lancée à la Coupe du Monde, ça peut encore faire de beaux dégâts. Après, je me dis que pour la Côte d'Ivoire, c'est dur. T'es tenant du titre, tu aurais pu peut-être la reprendre, mais tu te rends compte qu'il te manque des choses parce que t'as cette équipe entre la jeune génération, Inaoulei, Bazoumana Touré, Amad Diallo, Yann Diomandé, et peut-être quelques anciens pour qui c'est la compétition de trop. Tu vois, même l'entrée de Seko Fofana, elle est compliquée. T'avais encore Jean-Michel Seri dans le groupe. À voir ce que Emers Faé va pouvoir un petit peu dessiner. Est-ce qu'il y a des retours dans le groupe, type Simon Adingra, tu vois, qui a fait de belles choses avec Sunderland. Est-ce que Nicolas Pepe, j'ai l'impression que non, vu ce qui s'est passé en termes de communication, ça va être compliqué. Donc, je suis quand même optimiste pour l'avenir des Ivoiriens. Mais va pas falloir se tromper trop sur cette transmission de génération. Même Gueladoué, tu vois, au global, sa canne, elle est pas mal. Il a été un peu plus en difficulté quand même d'un point de vue défensif sur ce match de l'Égypte, mais dans l'apport avec ballon, c'est toujours aussi convaincant. Ça, c'est vraiment le joueur de Strasbourg, on retrouve cette qualité. Donc, on va voir quoi. Encore un Mané Salah à la canne, déchirant pour nous les fans des Reds, mais bon, Team Salah perso. C'est vrai qu'on va avoir quelques retrouvailles entre Mané et Salah. Ça va être quelque chose. Hier, on a aussi assisté à un match. Est-ce qu'on peut parler de démonstration, de récital? J'ai vu pas mal passer l'expression 11 enfants contre 11 adultes en hommage à Patrice Evra. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu photo entre l'Algérie et le Nigeria. Voilà, 12 tirs à 2, 5 cadrés contre 0. Une domination de tous les instants. Alors oui, je sais qu'il y a cette situation sur le centre et le potentiel penalty. Il semblerait que le ballon touche d'abord la cuisse puis la main. Moi, vous connaissez ma règle, mon envie et mon avis sur les mains. À partir du moment où tout le monde est unanime sur la règle, à savoir que si ça touche une partie du corps avant, puis ça va rebondir sur une main qui est détachée du corps, si à chaque fois c'est le cas, bah en vrai, moi ça me va. Enfin, si c'est le cas pour tout le monde, si des fois tu as des petits changements de règles qui sont un peu bizarres, moi je peux l'entendre parce que là ça va très très vite. C'est pas comme tu vois Ederson lors de l'OM Atalanta parce que ça touche ça touche une autre partie du corps avant la main. Sauf que là pour le coup c'est un mauvais contrôle. C'est lui qui a le temps de contrôler et qui s'emmène le ballon vers le bras. Là je trouve que c'est une faute technique donc ça aurait pu conduire un penalty. Là pour le coup ça va tellement vite, il lui envoie un parpaing sur la cuisse puis ça rebondit sur le bras. Pas l'impression que c'était dans la surface aussi. C'est vrai que comme tu le dis César, faudrait aussi revoir ça. Et d'ailleurs il y a un truc qui m'interpelle un petit peu sur l'arbitrage, c'est pas forcément d'un point de vue des polémiques, mais c'est plus l'utilisation de la VAR. Lors de la phase de groupe, j'ai l'impression que tous les matchs, on avait minimum 5 minutes d'interruption pour checker des situations qui des fois n'en étaient pas parce que c'était des ballons qui allaient sur le torse, sur la tête, c'était très bizarre. Et là pour le coup, je sais pas si une consigne qui a été passée parce que les matchs sont saccadés en termes de rythme, mais la VAR, on l'utilise quasiment plus. Il n'y a plus de check VAR, il n'y a plus d'utilisation de ça. Donc je trouve qu'on est passé un petit peu d'un tout à un rien. Donc évidemment, encore une fois, est-ce qu'on peut pas trouver de la nuance, un juste milieu? Je pense qu'on peut quand même s'appuyer sur ça. Surtout vu les enjeux, c'est les quarts de finale, c'est des matchs à élimination directe. Revoir certaines situations à tête reposée, que ce soit là, que ce soit tu vois, sur le Maroc-Cameroun. Alors évidemment, il y a un check VAR dans la cabine, mais l'arbitre peut aussi aller se faire sa propre idée sur la semelle de Dina Mbimbe, sur Massina Mbemo, sur le gardien Mpassi qui percute Saibari. C'est là où ça me gêne plus, c'est de ne pas aller voir tu vois, ces différentes situations pour l'arbitre. Là pour le coup, ouais, c'est ça, on est passé d'un extrême à l'autre. T'as tout à fait raison. Mais une fois qu'on a parlé de ce petit truc d'arbitrage, évidemment, je pense que c'est 1% de ce qu'on doit retenir sur le match. Parce qu'évidemment, le Nigeria a été tellement supérieur. Waouh. Enfin, franchement, le match qu'ils ont envoyé, on sentait chez cette équipe cette possibilité, cette capacité, pas d'écraser tout le monde, mais d'avoir vraiment ce sentiment de domination supérieure. On l'a vu lors du match de groupe contre la Tunisie. Alors oui, ça s'est terminé à 3-2, mais quand il y a eu 3-0, c'était vraiment un monde d'écart. Contre le Mozambique, ça fait parler la poudre. Là, c'est un match, ça peut se terminer à 4-5-0 et il n'y a pas photo. Et en même temps, j'ai vu pas mal de personnes critiquer la compo de départ de Petkovic. Oui, c'est vrai que Shaibi et Zerouki n'étaient pas au niveau. Après, en vrai de vrai, est-ce que ce match, tu le refais pas 10 fois? Peut-être que l'Algérie l'emporte une fois avec un peu plus de réussite. Tu vois, un Lucas Zidane qui se trompe pas sur le but d'Osimhen avec ses sorties, ce saut un petit peu hasardeux. Mais c'est pour ça, on peut parler d'arbitrage, on peut parler de choix tactiques, on peut parler de joueurs.
mais est-ce qu'au bout d'un moment, le Nigeria, faut pas juste reconnaître la supériorité de l'équipe et s'incliner? Parce que je vois certains Algériens le faire, et par exemple, avec Youss, on a été d'accord là-dessus. Très clairement, on se dit que cette équipe nigériane, ouais, elle t'a survolé, et ça a été un match sans de ton côté parce que l'adversaire t'a pas laissé cette possibilité. Tactiquement, c'est fort. Techniquement, c'est irréprochable. Physiquement, c'est monstrueux. T'as l'apport du banc. T'as des cadres, une colonne vertébrale qui est monstrueuse sur cette CAN parce que c'est vrai que Osimhen, Lookman, Iwobi vont un petit peu éclabousser tout ça. Mais un joueur comme Calvin Bassé, la canne qu'il fait, c'est monstrueux. C'est parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur central de la compétition. Lui qui est vraiment un bon joueur du côté de Fulham, j'avais bien aimé aussi à l'Ajax. Mais c'est très clairement cette idée d'avoir une équipe où tu as des joueurs hyper dominants, type Osimhen, Lookman, Iwobi, mais aussi ouais, des patrons, des leaders, hein, les Ndindi, les Calvin Bassé, ouais, le gardien Noah Bali qui est peut-être le point faible. Tu vois, hier on l'a pas vu parce qu'il n'a pas été mis à contribution. C'était un match tranquille, mais franchement, le message envoyé par le Nigeria, on l'avait déjà dit en huitième de finale, il était costaud. Là, contre une équipe, tu vois, qui sortait d'une CAN intéressante, avec des joueurs qui sont des révélations comme Ibrahim Maza, on se disait que l'Algérie, oui, il pouvait tenir tête, parce que c'est 11 hommes contre 11 hommes, t'as quand même, tu vois, des joueurs qui sont dans des clubs de Ligue des Champions, t'as des joueurs qui ont un vécu international, mais bon, après, la réalité du terrain, elle te rattrape. Ouais, comme tu dis, Osaï Samuel, niveau latéral, il envoie une sacrée canne lui aussi. Et dis-toi qu'à la base, je crois que c'était Fredericks, que j'avais bien aimé lors des barrages de Coupe du Monde en novembre, qui aurait dû être titulaire, je crois, à droite. Et pour le coup, lui aussi, il fait un match sensationnel. Donc, je peux comprendre l'idée, tu vois, de toujours. Parce que c'est dur de sortir d'une canne comme ça et de chercher la petite bête, le détail. Voilà, Petkovic s'est trompé dans ses choix. Il y a un petit peu d'aide d'arbitrage, les joueurs, tout ça. Mais en vrai de vrai, tu veux faire quoi contre ça? Au bout d'un moment, faut juste reconnaître que Nigeria t'a tapé parce que ils sont supérieurs de très loin, qu'ils ont encore cette marge parce qu'il y a des occasions comme celle d'Akor Adams qui n'a pas su conclure à 0-0 et qui aurait pu déjà changer pas mal de choses. Donc non, il faut juste reconnaître que le Nigeria est trop fort et que tu dois préparer ta Coupe du Monde tranquillement. C'est vrai que c'est ouf parce que depuis hier, je vois pas mal de réflexions sur comment ça se fait que le Nigeria soit pas à la Coupe du Monde. J'ai vu le tweet de Willow qui le dit, et c'est vrai, c'est peut-être un truc à prendre en compte. Pourquoi est-ce que les qualifications en Afrique commencent aussitôt pour la Coupe du Monde en septembre 2023 par rapport à la réalité récente du Nigeria? Après, ils ont quand même eu ce barrage face au Gabon. Ils ont gagné 4-1, mais ça a été déjà laborieux. Ensuite, il y a eu la RDC, où ils se sont inclinés au tir au but. Ça n'a pas été évident, mais bon, il fallait terminer en tête dans son groupe. Le Nigeria s'est mis en danger. Ils ont fait des mauvais résultats contre le Lesotho et le Zimbabwe. Après, encore une fois, je trouve que ça montre à quel point le continent africain a élevé son niveau. Le niveau moyen des équipes est bien supérieur, je trouve, à ce qu'il pouvait se faire il y a 10-15 ans. Après, bon, il y a 10-15 ans, tu as des équipes comme la Zambie qui pourrait remporter la CAN. Tu peux avoir toujours cette surprise. Mais aujourd'hui, tu vois, les gros du continent sont quand même beaucoup plus sérieux. Et là, pour le coup, le Nigeria, malheureusement, c'est quand même fou, dans une Coupe du Monde à 48, de peut-être laisser hacker cette équipe. Celle qui se rapproche le plus, je crois que c'est un tweet d'Abdallah sur Twitter qui disait qui se rapproche le plus des standards exigés du football moderne, hein, d'un point de vue de l'intensité, de la répétition des efforts, de la dimension physique, de la qualité dans les petits espaces et de la supériorité sur pas mal d'aspects. Ouais, c'est vrai que le Nigeria, franchement, le match hier qu'ils ont fait, c'est chaud quoi. C'est vrai, et j'ai vu une idée d'un gars, c'est que chaque demi-finaliste de compétition est directement qualifié à la Coupe du Monde. J'ai kiffé l'idée. C'est vrai qu'il y a ce système en Europe où, par exemple, le vainqueur de l'Europa League, comme Tottenham l'an passé, fallait directement à LDC. Je peux l'entendre, est-ce que ça peut être une réflexion? Après, voilà, malheureusement, le Nigeria, avant qu'Eric Schell arrive, ça n'a pas été évident pour eux. Ils sont passés par ces barrages. Et tu vois, je trouve que l'équipe, elle a quand même changé de visage en l'espace d'un mois et demi. Parce que dans les barrages, même quand ils ont gagné contre le Gabon, les 90 minutes, c'était poussif, laborieux. Contre la RDC, ils n'avaient pas su faire la différence. C'est plus, tu vois, peut-être un surplus de pression. Ils ont déjoué. Mais là, franchement, l'équipe, elle tombe très très bien. Et Eric Schell, chapeau à lui, parce que son Nigeria est kiffant à voir. Son Mali, c'était déjà le cas. Quand tu te souviens qu'il se fait sortir du Mali
malgré une qualification en quart où il perd à la dernière minute contre la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai qu'il y a des déclarations en conférence de presse qui ressortent où il y a des journalistes maliens qui lui demandent de poser sa démission. Tu te dis que tu marches un petit peu à l'envers parce que quand tu vois le contenu proposé par le Mali durant cette CAN, c'est un petit peu le jour et la nuit en termes footballistiques, quoi. Donc Eric Schell, même lui, hein, je suis content parce que c'est un coach qu'on a connu, tu vois, en Ligue 1 en tant qu'ancien joueur, une personnalité comme ça à loin, et réussir à faire ça avec ce Nigeria en termes de... En fait, je pense que c'est pas un job compliqué parce que tu as des joueurs qui sont tellement talentueux, mais réussir à, encore une fois, à avoir cette harmonie autour et d'avoir 11 joueurs qui permettent à tes principaux gars comme Lookman, Osimhen, voire Iwobi de briller, c'est fort. Et ouais, Iwobi, bien sûr, quand tu reprends tout ce qui s'est passé pour lui, que ce soit avec Arsenal, que ce soit Fulham, que ce soit son évolution, c'est vrai que le fait de replacer Iwobi, ailier de formation, au cœur du jeu, mais merci au coach qui nous a offert ça, parce que en termes de reconversion tactique, on a beaucoup parlé de notre ami Dembouz au PSG, à juste titre, mais là pour le coup je trouve qu'Iwobi comme ça replacé au milieu de terrain, c'est très fort. Je sais pas s'il va faire toute sa carrière à Fulham, où il est bien installé, mais tu vois, un Iwobi, est-ce que je dis une dinguerie? Est-ce que je dis une dinguerie si je dis par exemple ce gars-là, à Manchester United, dans l'entrejeu, ce serait volé? Je pense pas que ce soit une dinguerie, non? Entre nous. Parce que on sait qu'il y a un manque de milieu de terrain. Ça parle beaucoup de 100 millions pour Carlos Baleba. Mais est-ce qu'un joueur de complément comme Iwobi à United serait pas plus intelligent, histoire de le valoriser, et ça pourrait t'apporter pas mal de choses à ton milieu de terrain, quoi. Zidane, il n'aurait pas sa place en Ligue 1 si Pion à la GIA par exemple à la place de Léon. Je sais pas si ça serait pertinent, t'en penses quoi? euh, J'attendrai de voir quand même, parce que je sais même pas quel est le vrai niveau de Zidane. Il y a cette CAN où il n'a pas été forcément mis trop à contribution avant le match du Nigeria. Il s'est un peu loupé. Jeu au pied, c'était bien, mais je regarde pas les matchs de Grenade en D2 espagnol. Après la GIA, je crois qu'ils sont sur le gardien Kinski de Tottenham pour tu vois, apporter de la concurrence à Donovan Léon sur la deuxième partie de saison. Mais bon, est-ce qu'un jour on verra Lucas Zidane en France? Peut-être, hein. Après, voilà, Grenade, j'ai l'impression qu'il est quand même bien. Il est bien en Espagne, comme pas mal de membres de la famille Zidane, quoi. C'est vrai, comme reconversion, il y a aussi Joe Layton, qui était attaquant de base et qui a fait de belles choses. Ouais, c'est vrai. Il n'y a que 4 grandes compétitions continentales: Amérique, Afrique, Europe, Asie, où il y a Océanie aussi. Alors, Copa América, Cannes, Coupe d'Asie, Euro et Océanie, c'est une bonne question en vrai. Coupe d'Océanie, je pense que ça doit exister. Coupe d'Océanie de football. 11 éditions, ça a lieu tous les 4 ans. Tenant du titre, surprise Nouvelle-Zélande, petit trait Nouvelle-Zélande. Ok. Alors fais voir le palmarès, juste le flow du palmarès. Est-ce que c'est pas que Australie, Nouvelle-Zélande en vrai de vrai? Ouais, c'est. Non, t'as Tahiti quand même qui l'a remporté en 2012. GG les Tahitiens. Nouvelle-Zélande, Tahiti, Australie, Tahiti, Australie, Tahiti, Nouvelle-Zélande, Australie, le choc. Là, c'est vraiment plus du rugby, quoi. C'est plus de la Coupe du Monde de l'Ovalie. Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande, Australie. Australie, île Salomon. Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie. Tahiti, Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Zélande, Papouasie, Nouvelle-Guinée. Et Nouvelle-Zélande contre le Vanuatu. Évidemment, je ne peux m'empêcher d'aller voir la dernière édition qui a eu lieu en 2024. Match joué 13. Affluence 41 400. Mais c'était sur toute la compétition. 3000 personnes en moyenne par match à peu près, participant à cette équipe. Alors attends, fais voir un petit peu. Premier groupe, Nouvelle-Zélande, Vanuatu, île Salomon. Malheureusement, Nouvelle-Calédonie qui a fait forfait. Ensuite, on a le groupe B. Et le groupe B, il a un vrai flot. Fidji, Tahiti, Papouasie, Nouvelle-Guinée, Samoa. Ah oui, il envoie du lourd. Demi-finale, Nouvelle-Zélande, Tahiti 5-0. Fidji et Vanuatu 2-1 pour le Vanuatu. Finale, Nouvelle-Zélande 3-0 contre Vanuatu, quoi. Eh ben ouais, hein. C'est belle compétition. Avec Roy Krishna, meilleur buteur, 5 buts. Attention à cette pépite. Ah, c'est fort, quoi. Donc ouais, dis-toi que je savais que la Coupe d'Océanie existait, mais j'avais aucune idée, par exemple, du déroulé de la compétition. Donc merci de m'avoir permis de m'ouvrir à ce pan footballistique assez sensationnel. Il y a la Gold Cup, ouais, pour l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord, ouais, exactement. Il y a cette Gold Cup aussi qui existe, Gold Cup de la CONCACAF.
qui rassemble Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes. Dernière compétition, c'est le Mexique qui l'a emporté face aux US. Fait voir un petit peu. Mexique, Costa Rica, République dominicaine, Suriname. Ah, tu vois, le Suriname qui est barragiste pour la Coupe du Monde, qui s'est bien repris depuis. Canada, Honduras, Curaçao, Salvador. Tu vois, Curaçao, pareil, 2 points. Et pourtant, bah, ils vont à la Coupe du Monde. Panama, Guatemala, Jamaïque, Guadeloupe. Guadeloupe, qui malheureusement n'a pas. Ah, il y a quand même quelques noms qu'on connaît. Hein. Ambrose, Phaéton, Plumin. États-Unis, Arabie Saoudite, Trinité et Tobago, Haïti. Ouais, il y a aussi des invités dans ce genre de compétition, avec les Saoudiens qui se sont ramenés à la compète. Et ensuite, bah voilà, tableau final évidemment, Mexique s'impose 2-1. Qui c'est qui avait marqué Jiménez et Alvarez contre un but de Richards. Voilà, voilà, pour cette compétition. Guadeloupe, un pays. Mais en fait, il y a pas mal de départements d'outre-mer français qui ont leur carte, leur affiliation à la FIFA. T'as la Guadeloupe, t'as la Nouvelle-Calédonie. On a pu le voir qu'il y a aussi Tahiti. T'as également, je crois, la Guyane. Après, je pense peut-être que pour la Réunion, je pense pas que t'aies d'équipe. Même Mayotte, Martinique, je sais qu'ils en ont une. Donc ouais, c'est exactement ça, quoi. Nicaragua, pas là, non. Je sais qu'il y avait des petits éliminatoires, donc ça l'a pas fait. Voilà, petite pause compétition à droite à gauche. On va revenir tranquillement sur les derniers matchs avec ce Cameroun, voilà, je suis en pleine dans ma période cinéma, donc c'est même plus le Cameroun, c'est James Cameron. Le Cameroun contre le Maroc. On avait bien aimé le Cameroun sur les 4 premiers matchs. Là, c'est peut-être que la marche était trop haute et j'ai l'impression que les Camerounais, même si évidemment tu as eu ce petit truc Mbemo Massina, mais les débats d'arbitrage, ça a plus concerné évidemment, tu vois, j'ai l'impression les réseaux, parce que dans tous les discours, le Cameroun, que ce soit David Pagou, les joueurs Samuel Eto'o, ils ont reconnu pareil que le Maroc était bien au-dessus et qu'ils étaient fiers de leur CAN. Et je peux comprendre parce que quand on prend encore une fois le parcours du Cameroun, il y a un mois et demi, c'était la déception, sorti en demi-finale de barrage de Coupe du Monde par la RDC. C'est Marc Brice, le coach belge, qui part. On ramène en urgence David Pagou. T'as des cadres qui sont blessés comme Zambon Guissa. T'en as d'autres qui sont pas appelés comme Aboubacar ou Onana. Donc t'avais ce mélange un petit peu explosif de que va donner le Cameroun. Et au final, je trouve que l'équipe s'est appuyée sur sa jeunesse avec des noms qui vont faire partie de l'avenir de la sélection, comme Baleba, comme Chamadeux qui s'est blessé, j'espère que ce sera pas trop grave pour lui, Koto, Kofane, même Namasso. Tu as des leaders d'équipe pour l'avenir comme Mbemo, tu vas avoir le retour de Zambo. C'est vrai que le Cameroun s'arrête en quart, ne sera pas la Coupe du Monde, mais c'est la compétition de l'espoir pour eux, parce que je trouve qu'ils ont montré un visage intéressant sur l'entame, là contre ce Maroc-là, qui a décidé d'élever son curseur. Et c'est vrai que le Maroc, on était un petit peu dans l'attente, parce que peut-être qu'en phase de groupe, ils n'ont pas convaincu tout le monde. Après, c'est qu'un seul but encaissé, ils ont toujours maîtrisé leur match. En huitième contre la Tanzanie, c'est qu'un seul but, mais ils n'ont pas été mis trop en danger. Et là, finalement, je trouve qu'encore une fois, le match, ça prouve que c'est une équipe qui peut monter en puissance petit à petit. Et ce que je vous disais sur la qualité de l'effectif, c'est que le niveau moyen du joueur marocain, aujourd'hui, il est supérieur et de loin à celui du Camerounais. Si tu prends les deux effectifs côte à côte, il n'y a pas photo. Et dans cette compétition, tu vois, il y a Sabari qui a marqué enfin, qui a été bien plus inspiré par rapport à cette entame. C'est vrai que c'est un des joueurs sur lequel Regragui a le plus insisté depuis le début de la CAN. Nel Naoui qui a fait un gros match. Franchement, chapeau à lui parce que ça fait plaisir. C'est un joueur qu'on a découvert en Ligue 1 à Lens, qui a été transféré à la Roma. Un milieu de terrain, je pense, ici on l'apprécie tous de par sa qualité technique, sa résistance au duel et sa vision de jeu. Mais dans ce type de tournoi, pour lui, et ce qui est fou, c'est que El Anaoui, il a disputé son premier match avec le Maroc en septembre 2025. Et je suis allé revoir les stats. El Anaoui, c'est 11 matchs avec le Maroc, 11 titularisations, et 11 fois, il n'a jamais été remplacé. Je ne sais pas si on a déjà vu un joueur arriver comme ça en sélection et être aussi vite indispensable et ne pas sortir. Après, évidemment, en équipe de France, version d'échange, j'ai souvenir de jeunes comme Pogba, comme Varane, même des Griezmann, voire des Mbappé, tu vois, qui très vite s'imposent comme des références. Mais je répète, 11 matchs titulaires sans jamais être remplacé pour démarrer son aventure avec une sélection, ça prouve quand même que le mec s'est imposé. Et lui, c'est vraiment le symbole de cette équipe marocaine qui petit à petit prend des repères, des automatismes. C'est de plus en plus sérieux et consistant. Bon courage pour les sortir. Il y a un main event qui nous attend mercredi prochain. Ce Nigeria
euh, Maroc qui va être sensationnel. Tu m'as pas répondu tout à l'heure, après t'es pas obligé comme c'est hors sujet, mais est-ce que t'as aimé le quiz d'hier? Oui, j'ai aimé le quiz d'hier chez Pilian qui était très sympa. Je vous mettrai peut-être le lien pour ceux qui voudraient voir. Je me suis confronté à un petit quiz où évidemment j'ai été extrêmement écœurant, mais bon niveau de quiz, bon niveau des participants aussi. Donc il fallait sortir le grand jeu, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à venir participer. Ce qui me plaît, ouais, c'est que ce Maroc-là, de plus en plus, il y a moins de failles. Il y a peut-être toujours cette question du deuxième central avec Aguerd, Massina qui a été impliqué sur cette action avec Mbeumo, mais sinon, tu vois, au global, c'est quand même une équipe qui est peu mise en difficulté. Après, bah, ça tombe bien. Il y en a une qui, mercredi, peut réussir à te pousser un petit peu dans tes retranchements, tes difficultés. Ouais, El Naoui, moi je l'ai vu en direct du stade aussi sur un Lens-Rennes en mars dernier, et ça fait partie des joueurs qui m'ont vraiment capté en mode ok, tu vois la petite différence par rapport aux autres en conditions directes. Mais ouais, franchement, ce Maroc-là, El Ranouz qui a été un cran en dessous, mais c'était pas un match évident pour des milieux offensifs comme ça, tellement il y avait de la densité. Ce que je te dis, c'est que le Cameroun avait quand même réussi à être efficace, se procurer des occasions, mais là pour le coup, ils ont été vraiment neutralisés. Et je pense que le plan de jeu de Regragui qui progresse au fil de la compétition, je pense que c'est un coach qui qui apprend sur lui-même, qui apprend sur son groupe et qui est capable de micro-ajustements. Tu vois, Amrabat qui a commencé les 2 premiers matchs, qui là est re-rentré mais qui n'a pas joué le dernier match de groupe et le 8e. Tu t'adaptes aussi, la blessure d'Ounaï, Saïs notamment. Tu changes 2-3 petites choses. Après, bah, tu as un Brahim Diaz voilà, qui est un peu ton porte-étendard, ton porte-drapeau, qui est très juste dans tout ce qu'il entreprend. Et pour lui, avec toute cette pression de cette CAN à la maison, son premier gros tournoi avec le Maroc, je trouve qu'il s'en accommode bien. Franchement, il fait un vrai beau tournoi. 5 buts, il marque à tous les matchs. Il va falloir un grand Brahim Diaz. Mais pour sortir le Nigeria, il va avoir besoin de tout le monde. Après, c'est aussi, on peut inverser le raisonnement. Je pense que du côté Nigeria, face à cette équipe qui a montré beaucoup de belles choses, il va falloir aussi en donner plus parce que certains ont parlé d'une finale avant l'heure. C'est vrai que d'un point de vue peut-être de ce que les deux équipes nous ont donné comme impression, le Maroc n'est pas mis en danger et dans l'autre sens, le potentiel offensif du Nigeria, la colonne vertébrale, dans l'autre sens, ce 11 et le banc, c'est vrai que ça va être un match. Ouais, on peut le dire, hein, on a tout qui est réuni pour avoir un match légendaire de Cannes, quoi. Je vais vous demander évidemment votre favori ou qui se qualifiera dans ce très beau stade de Rabat. Encore une fois, à chaque fois que je le vois, je me dis qu'il est vraiment magnifique. Du côté du Maroc, on a fait les choses en grand, mais ouais, ça va être quelque chose d'assez folle, quoi. La pression va être démesurée sur l'arbitre, les polémiques sont ultra lassantes en vrai. C'est vrai, mais je me demande s'il n'y a pas le miroir grossissant des réseaux sociaux, parce que une fois que tu sors de Twitter et de tout ce qui se passe au niveau de l'arbitrage. Alors c'est vrai que hier sur le Algérie-Nigeria ça a été très dense parce que j'en ai pas parlé mais tu as eu des échauffourées en fin de match avec Lucas Zidane qui va en découdre. Lucas Zidane qui tient bien du paternel, hein. Ça c'est clair et net. Là il n'y a pas besoin de test ADN. On sait que le père Zidane il pouvait découpiller, le fils il a l'air d'être aussi chaud. Les polémiques sont justifiées souvent. Je sais pas. Je me demande si on n'en fait pas trop avec cette histoire d'arbitrage. Tu vois, par exemple, l'histoire des assesseurs VAR qui changent pas, alors que justement, ils ont fait tous les matchs. Je trouve que ça a été un peu mal expliqué aux gens. Et on a voulu faire passer ça pour du favoritisme, alors que c'était juste les assesseurs VAR qui étaient là sur toute la rencontre, enfin depuis le début. Donc je sais pas, j'ai l'impression que peut-être quand c'est loin de ça, encore une fois, quand je vois la réaction des Camerounais qui parlent qui sont très fair-play, qui sont contents de leur parcours et qui reconnaissent que le Maroc a été meilleur, je pense qu'il ne faut pas non plus trop donner de gaz à ça, quoi. Ça, c'est clair et net. Mais ouais, ça va être une très belle performance. Ndidi suspendu. Ah, ça, c'est vrai que ça peut changer des choses parce que Ndidi, il fait sa canne lui aussi, hein. Ndidi suspendu. Absent. Hop, tac, tac. En cas de finale, Wilfried Ndidi sera suspendu, accumulation de cartons. Donc normalement, j'ai l'impression que c'est plutôt justifié par rapport à tout ce qu'on voit sur les sites. C'est vrai qu'on avait parlé de suspension pour Inaoulay, pour d'autres joueurs, donc toujours envie de revérifier, mais là j'ai l'impression que c'est vrai que ça peut changer 2-3 petits trucs, quoi, de ce point de vue-là. Après, du point de vue des milieux nigérians, qui c'est qui pourrait remplacer? Ouais, t'as Onyedika qui joue à Bruges, je pense que ça va être lui, non? À mon avis, le remplaçant,
qui va rentrer pour cette équipe, ou est-ce qu'il va mettre une défense à 3, mais j'ai pas l'impression. Je pense qu'il va quand même rester sur ce système avec 3, Adams, Osimhen, Lookman, qu'il y a Onyeka, qui a notre ami Onyedika et Iwobi. Je pense que ce sera ça le milieu de terrain, quoi. Ouais, une bonne entrée en plus, c'est vrai, tu as raison. Dernier match à évoquer, évidemment, avec ce Mali-Sénégal. Le Mali de notre bon vieux Tom Saintfield, qui était déjà passé par un scénario un peu fou contre la Tunisie, réduit à disto. Est-ce que est-ce que le Mali est capable de terminer des matchs sans prendre de carton rouge? C'est l'AS Monaco de la CAN. Bissouma, t'es capitaine, t'es déjà en danger avec un premier jaune, t'en prends un deuxième. Enfin non, limite sa CAN, elle est à l'envers pour lui, et tu comprends que c'est un joueur qui est en difficulté en club avec en plus je pense que vous avez vu quelques images, les ballons, le protoxyde d'azote, c'est pas très sérieux, et du coup là il a tué son équipe qui avait pas besoin de ça, parce qu'évidemment on se dit que dans le match le Sénégal était supérieur, et le Mali à 10 contre 11, c'est fou parce que encore une fois en infériorité numérique ils ont été meilleurs, meilleurs qu'à 11 contre 11. C'est vraiment une équipe très paradoxale dans ce sens. Merci beaucoup Lilout pour ton message. Salut viewers YouTube, habituellement tes vidéos sont un plaisir de cam et de compétences, ça fait toujours plaisir de lire ça, donc merci. On essaiera toujours de vous distribuer un petit peu des analyses footballistiques, du ressenti, comme je vous le dis avec calme, parce que je pense que le football nous anime tous, on est tous véhéments, on regarde des matchs en tant que supporter, en tant que neutre, on peut, s'emporter, mais je réussis toujours à relativiser en me disant qu'il y a plus grave dans la vie à côté, et que ne pas hurler devant du foot, ne pas crier, je pense que ça fait partie du truc. Il y a des choses qui peuvent me révolter, tu vois, par exemple... J'ai parlé récemment sur Enjeu du traitement médiatique de Cherki, mais je pense qu'on peut faire passer des messages sans crier, parce que peut-être des choses plus révoltantes à côté de ça, quoi. Et du coup, pour revenir sur ce Mali-Sénégal, t'as quand même eu une équipe du Sénégal qui s'est pas forcément mis à l'abri. Attention, parce que c'est vrai qu'il y a 18 tirs, 9 cadrés, que Djigui Diarra a fait un match épatant. Il y a cette erreur forcément sur le but. D'ailleurs, très bon Crépin Diatta. Est-ce que Crépin Diatta ne serait pas un type de joueur comme Eduardo Vargas, comme Sherdan Shaqiri, comme peut-être Lucas Podolski? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Meilleur en sélection qu'en club, parce que même si j'aime bien j'ai bien aimé certains matchs à Monaco, je le trouve à chaque fois meilleur avec le Sénégal, surtout dans ce rôle de latéral droit, donc impliqué sur le but, avec Iliman Ndiaye qui ouvre son compteur dans la compétition. Est-ce que Mamadou Sangaré a fait un bon match malgré la défaite? C'est difficile à dire, parce que il est pas mis en valeur, et même Lassine Sinayoko, ça c'est Yous qui l'a dit. Si vous voulez comprendre à quel point le poste du numéro 9 est difficile, regardez le taf de Sinayoko dans le Mali de Tom Saintfield. C'est vrai que le mec qui était tout seul à faire des allers-retours, il fait le boulot de 2-3 gars, il fait le boulot du milieu offensif, de l'ailier, du buteur. Donc la canne de Sinayoko, il faut la valoriser, parce que le mec a été au four et au moulin littéralement. Mais c'est vrai que c'est ouf, parce que Kamori Doumbia, il est rentré tardivement, Néné Dorgelès, El Bilal Touré, Gaussou Diakité. Je me demande toujours si pour ce Mali-là, est-ce qu'il y avait besoin de mettre autant de milieux de terrain et pas trouver une meilleure formule que ce 4-5-1, et de peut-être, mettre un Kamori Doumbia dans l'entrejeu, un Néné Dorgelès pour la percussion, parce que je trouve que c'était un peu une caricature, et la bagarre, le Mali, quoi. Vraiment, ils étaient là, ça prouve le niveau des cartons rouges. Mais encore une fois, Djigui Diarra, qui a fait cette erreur sur le premier but, a fait un gros match derrière, il en a repoussé plein. Vraiment, les tentatives de Pape Gueye, de Sadio Mané, il a été vraiment déterminant dans ce sens. J'ai bien aimé côté sénégalais le match d'Eladji Malick Diouf, qui dans son apport côté gauche, c'est un joueur que j'avais découvert avec le CFA Prague. J'ai fait une petite vidéo sur lui quand il est arrivé à West Ham, parce que je pense que c'est un des joueurs qui peut représenter l'avenir en première ligue à ce poste. Et puis avec le Sénégal, c'est toujours bien d'avoir ce type de jeune qui émerge. Et franchement, il a fait de belles choses. Donc attention à peut-être cette suffisance côté sénégalais. Après, c'est le minimum fait. Ils s'en sont sortis comme ça. C'est paradoxal, parce que le Sénégal n'a pas été vraiment mis en difficulté majeure sur 90 minutes. T'as eu la deuxième période contre la RDC où c'était un peu plus tendu. T'as eu l'entame contre le Soudan. Mais sinon, au global, c'est pas une équipe qui arrive en demi-finale avec beaucoup de matchs où ils ont été bousculés, quoi. Donc... à voir comment ils vont se sortir de cette confrontation face à l'Égypte, qui promet grandement. Je pense qu'on a tous hâte un petit peu de voir
ce que ça va donner contre ces pharaons qui sont outsiders, qui sont là pour détruire des rêves, pour être les grands méchants de l'histoire du film. Je pense que le Sénégal est quand même prêt, parce qu'encore une fois, je le dis, en termes de profondeur de bande, effectif, c'est ce qui se fait de mieux en Afrique avec le Maroc et je pense le Nigeria, un peu derrière la Côte d'Ivoire. Au niveau du banc, tu vois, t'as quand même Boulaye Dia, Nico Jackson, Pape Matar Sarr, Ismail Assar, Cheikh Sabali qui sont pas rentrés en jeu, donc ça a cette marge. T'as Ibrahim Mbaye qui a fait une entrée un peu moins bonne que d'habitude, donc je pense que ce rôle de super sub, parce que Ibrahim Mbaye, tu vois, si tu le mets d'entrée contre l'Egypte, j'ai peur que ce soit un petit peu trop tôt pour lui. Lamine Camara, Pathé 6 aussi qui a raté une occasion un peu invraisemblable, qui aurait pu servir au Sheriff Ndiaye. C'est ce genre d'action où par exemple si le Sénégal mène 1-0 contre l'Egypte, ce qui peut arriver, attention à pas gâcher ce type d'occasion et vraiment réussir à être méchant. On sait que le Sénégal n'a pas forcément cette habitude d'être un petit peu un antagoniste, mais contre l'Egypte, il faut réussir aussi à adopter ce rôle, parce que sinon tu peux te faire surprendre. Côté malien, je l'ai dit, la CAN, entre la proposition footballistique, les cartons rouges, l'animation, Tom Saint-Fil, tout ça, c'est presque un pas en arrière, parce que même si tu fais le même parcours qu'il y a 2 ans, à savoir un quart de finale, je trouve qu'en termes de jeu, t'as pas proposé grand-chose, et pourtant, je me répète, il y avait matière à faire mieux, vu ton banc, vu certains profils. Dommage de ne pas avoir été un peu plus audacieux, de s'être contenté de ça. Ça pouvait passer contre une Tunisie malade, pas inspirée, contre un Sénégal, certes, à 70%, peut-être que tu pouvais les inquiéter, mais là, on se rend compte que pour le Mali, c'était trop compliqué, quoi. Donc voilà, petite page africaine qu'on va refermer en attendant ces demi-finales qui s'annoncent très sympa, hein. Franchement, on a hâte de voir ça. Donc on rappelle, tout ce jour à mercredi, Sénégal-Égypte à 18h et le Nigeria-Maroc à 21h. Donc prenez vos petits calepins, votre petit rendez-vous, ça va être costaud. Et la finale, ce sera le dimanche 18 à 20h. Donc on fera... je pense qu'on fera débrief Ligue 1, débrief finale Cannes. Vu tout ce qui va se passer, ça va être intense, surtout que je crois que le match de Ligue 1 en même temps c'est Lyon-Brest, ça se trouve ça ira au tir au but, donc malheureusement le Lyon-Brest en termes de publicité, d'audience, il risque de se faire effacer, quoi. Bonne question Eléphanto, ton prono pour le Barça Real de ce soir. Moi je dirais peut-être victoire Barça. Je pense que le Real est capable de le faire, ils l'ont fait lors de l'aller, mais je trouve qu'en l'espace de 2 mois, le Barça a quand même retrouvé plus de certitude dans le jeu. Et le retour de Rafinha qui bonifie de fou cette équipe, je trouve un Barça beaucoup plus serein, même si encore une fois tu as peut-être une ou deux lacunes, mais le match qu'ils ont envoyé contre Bilbao, c'est très très costaud, même si je pense que l'Athletic est juste venu en Arabie Saoudite prendre son petit chèque. Il faut voir aussi le Real, est-ce que Mbappé sera de retour ou quoi, mais je sens quand même plus le Barça pour ce soir. Après, voilà, vous savez, le jeu des pronostics, il n'est pas évident, hein. Il est toujours risqué et compliqué. Je vous propose qu'on se termine sur un petit peu de news mercato. Regardez un petit peu ce qui se passe aux 4 coins de l'Europe et même pourquoi pas ailleurs en termes d'infos. Avec, comme toujours, pas mal de choses qui se passent en Ligue 1, avec un joueur du FC Nantes qui risque de s'en aller, c'est Hong Yoon-sok, peut utiliser le milieu offensif sud-coréen, devrait quitter Nantes où il était prêté par le club allemand de Mayence. Depuis l'été dernier, un nouveau prêt pourrait l'attendre en Belgique à la Gantoise. C'est un club où il a déjà évolué, et c'est dommage parce que je trouvais que c'était un joueur sur le papier intéressant, milieu offensif. C'est vrai qu'on a plus vu Hong, Kwon, l'autre sud-coréen aligné, est vraiment dommage de ne pas avoir presque insisté, mais on sait que du côté de Nantes, on fait vraiment un gros renouvellement. Et d'ailleurs, un joueur s'en va, un autre arrive. De retour de la CAN, le milieu défensif Ibrahima Sissoko, qu'on a bien connu à Strasbourg en Ligue 1, devrait quitter Borum pour Nantes. Transfert de l'ordre de 2 millions d'euros, contrat de 2 ans et demi. Était resté en stand-by le temps de la CAN. L'ex-Strasbourgeois a été éliminé vendredi soir avec le Mali. Et le dossier étant pas d'être finalisé, le milieu défensif est parti pour s'engager jusqu'en 2028. 2 millions d'euros. Sissoko a longtemps évolué à Strasbourg de 2018 à 2024. J'aimais bien Sissoko, c'était pas le plus gros milieu de terrain de Ligue 1, mais c'était un joueur intéressant, et je pense que dans ce Nantes qui est préparé, qui est prêt pour le combat du maintien, ça peut être une recrue intéressante. Ça, je le dis, c'est clair et net. La pub juste avant le reveal du prono est belle. Ah désolé, c'était pas prévu. J'ai dit Barça par rapport aux tendances dernières, au retour de Rafinha qui fait un bien fou à cette équipe, au Real. On sait que même si d'un point de vue de résultat c'est très bien, y a toujours ce truc un petit peu sur un fil avec Xabi Alonso. Là t'as le retour d'Mbappé, est-ce qu'il sera titulaire, est-ce qu'il va être préservé? Mais je sens plus le Barça sur la dynamique, la tendance, pour tout te dire.
Ensuite, Vlahovic convoité à Milan. C'est un duel entre rivaux pour un attaquant en fin de contrat. Selon la Stampa, l'Inter et l'AC Milan souhaiteraient s'attacher au service de l'avant-centre de la Juve, dont le bail à Turin se termine en juin prochain. Le Serbe de 25 ans est blessé aux adducteurs depuis le début du mois de décembre et devait faire son retour en mars. Vlahovic, fin de contrat, j'avais pas anticipé ça. Parce que du coup, je pense que en termes de dépenses, que ce soit salaire ou même contrat indemnité, je pense que la Juve, ils ont perdu combien? Parce qu'il est arrivé en janvier 2022, 83,5 millions d'euros. Fin de contrat 2026. Waouh. Donc c'est à dire qu'il est arrivé, il a jamais prolongé son contrat depuis. C'est quand même un joueur qui arrive à la Juve qui valait 85 millions d'euros. Aujourd'hui, il en vaut plus que 35. Et c'est vrai qu'il y a eu des performances qui ont nettement décliné. Mais là où j'ai le plus peur, c'est le salaire de Vlahovic. Je pense que le rapport qui a été pris, il doit être assez fou. Le salaire de Vlahovic, c'est quasiment 20 millions d'euros par an. C'est 54 000 euros par jour. Waouh. Ok, chapeau à lui. Classement de son salaire par rapport à plus de 3000 contrats connus. C'est le 27e plus gros salaire au monde. Et le rapport qui a été pris, autant vous dire que on en est très très loin. Quand il a quitté la Fiorentina, il était à 800K par an. Il arrive à la Juve, plus 2330% d'augmentation de salaire. Ah, il a touché le pactole. On peut pas contredire ça. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est plus évidemment, il est arrivé, il a fait une saison, c'est vrai qu'il était à 17 buts en 21 matchs, il en a fait 7, donc 24 buts, la saison suivante 10, 16, 10, 3, enfin, c'est vraiment une vraie chute en termes de performance pour Douzan, donc ouais, là c'est pas évident, hein. Waouh. Donc après, libre pour le Milan et l'Inter, ça peut être une belle option, mais je pense qu'en termes d'indemnité de transfert et de salaire, c'est comme si tu payais un transfert, enfin c'est colossal. Donc à voir comment est-ce que tu vas l'aborder, parce que est-ce que l'Inter et le Milan peuvent assumer un truc à 20 millions? Est-ce que tu vas pas te dire, bon, on te propose un salaire de 10, mais on te donne une indemnité de 5-6, tu vois, pour compenser peut-être cette année, enfin. Mais après, là, le salaire qu'il a touché à la Juve, bravo à lui, bravo à son agent, hein, parce que là, franchement, le pactole. Après, il était dans une hype, jeune attaquant, il avait quoi, 22 ans, et c'est vrai que le Vlahovic de la Fiorentina, je sais pas si vous en souvenez, mais c'est un mec qui marquait des coups francs, qui marchait sur l'eau, qui faisait des extérieurs, qui était passeur, qui était buteur, qui faisait tout bien. C'est fort, quoi. Bah, en fait, le Pouilly, c'est ça, c'est qu'il faut le reprendre dans le contexte de son arrivée. C'est un mec qui avait vraiment, tu vois, il sortait déjà d'une saison à 21 buts en 37 rencontres, là 17 buts en 21 matchs, il avait quand même des standards de fou, quoi. Après, si on est tatillon, il avait marqué un doublé contre l'AC Milan. Sinon, ouais, il y a aussi un doublé contre l'Atalanta. Sinon, il n'avait pas marqué contre l'Inter, la Roma. Il a été passeur D contre Naples, contre la Lazio, contre la Juve. Donc, contre les gros, tu vois ce que je veux dire? Si on est un tout petit peu taquin, il n'avait pas non plus ce truc dans les grands matchs. Mais je te disais que la Juve avait besoin de ce nouvel avant-centre pour se renouveler. Et là, ils ont fait ce craquage. Ce craquage assez massif. Et c'est pour ça peut-être qu'il n'y a pas de prolongation de contrat. Parce qu'ils disent, on a déjà tellement perdu. Et là, on a un joueur qui a une chute de performance. Est-ce qu'on va aller sur lui? C'est pas le truc, quoi. Ouais, même en Coupe d'Europe, si on enlève... il y a aussi le Mondial des clubs, il en a marqué 2. C'est quoi? C'est 12 buts en... Ouais, c'est pas un ratio dégueu, quoi. C'est pas un ratio dégueu. Donc Vlahovic, dossier à suivre de près. Gerson, qui continue son petit voyage autour de la planète. Gerson, l'ancien milieu de terrain de l'OM, quitte le Zénith. Le Brésilien de 28 ans s'est engagé avec Cruzeiro, qui a déboursé 27 millions d'euros pour le recruter. 6 mois et puis s'en va. L'ancien milieu de l'OM quitte déjà le Zénith, qui l'avait rejoint fin juillet 2025 pour 25 millions d'euros en provenance de Flamengo à l'issue de la Coupe du Monde des clubs. Le joueur qui a disputé 15 matchs toutes compétitions confondues avec le Zénith. 2 buts s'est engagé jusqu'en décembre 2030. Gerson, petite déception footballistique, parce qu'à l'OM, ses 6 premiers mois, voire sa première année sous Sampaoli, c'était propre. Après, sous Tudor, ça a été plus compliqué et ça s'était brouillé. Mais Gerson, la première année, a été quand même bien sympa. Et après, je sais que voilà, c'est un mec qui a la bougeotte, hein. Gerson, je pense que si on fait le bilan de tout ce qu'il a fait comme club, on va voir que ça a pas mal vadrouillé, non? Parce que là, il a fait quoi? Il a fait la Roma, il a fait la Fiorentina aussi. Fluminense, la Roma, la Fio, la Roma, Flamengo, Marseille, Flamengo, Zénith, Cruzeiro.
Ouais, c'est vrai que même à 28 ans, il est déjà à 120 millions d'euros d'indemnité de transfert. C'est quand même le flemmard originel ce joueur. Sa nonchalance, il y a de quoi devenir fou. Ah bah c'est un Brésilien qui approche de la trentaine quoi. Quand il veut plus, bah tu peux le sentir quoi. Mais je sais pas si vous vous souvenez parce que bah moi je m'en souviens parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. J'avais fait en fin de mercato dernier les transferts dont personne n'a parlé, les transferts de joueurs qu'on a peut-être perdu de vue. Et j'avais vu que Gerson avait signé au Zénith, et du coup je m'étais renseigné sur ce transfert, et j'étais tombé sur la vidéo d'annonce. La vidéo d'annonce, elle était assez folklorique, parce que c'était une sorte de tour de magie, où à la fin on révèle Gerson qui sort d'une boîte magique, et Gerson, il tire la tronche. Gerson, il n'y a aucun sourire. Et pourtant, c'est la vidéo d'annonce au stade de son arrivée, le mec est dégoûté. Après, bon, est-ce qu'on t'a forcé la main à signer ce contrat, à aller toucher des millions en Russie? Je ne sais pas. Mais vraiment, le mec, il boude. Je sais pas si je suis dirigeant russe, je l'ai un petit peu mal quand même sur ce coup, quoi. Donc, on peut se dire que c'est un bon petit filou, le Gerson. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme dernière info? Ouais, c'était ça, c'est Ibrahima Sissoko. Alors, hier, on a eu 2-3 autres infos. Un duel OL Strasbourg pour Noam Camara. Le défenseur parisien Noam Camara devrait quitter le PSG cet hiver. L'OL et Strasbourg sont aujourd'hui les candidats les plus avancés. Noam Camara, pas encore apparu sur le terrain contrairement à la saison dernière, devrait bien quitter le PSG. Comme écrit par le Parisien et confirmé par l'équipe, l'OL négocie une arrivée du défenseur 18 ans. Les deux clubs ont débuté des discussions officielles autour d'un prêt avec option d'achat. Après, Noam Camara, on sait que c'est un gros espoir du football français, gros espoir de la formation parisienne. Pas eu encore de temps de jeu cette saison. Il aurait peut-être pu, tu vois, sur un truc en Ligue 1 aux côtés de Zabarni et Beraldo, pourquoi pas en Coupe de France dans ce sens. C'est vrai qu'il a fait un match là avec Mathis Jean-Jal lors du 32e remporté. Mais l'OL n'est pas seul, de nombreux clubs français ont appelé pour prendre des renseignements. Un est plus insistant que l'autre. Strasbourg, comme l'OL, le RCSA, espère pouvoir convaincre le joueur de rejoindre le club dès cet hiver. C'est vrai que ce qu'ils ont fait avec Mamadou Sarr, Strasbourg, je pense qu'ils peuvent aussi avoir le 12 espoir de le faire avec Camara, parce que Camara, pour être... je ne suis pas toutes les catégories, toutes les compétitions de jeunes, mais je sais que c'est un de ceux qui a la plus grosse étiquette d'espoir, un de ceux sur lesquels tu as le plus d'attentes. Donc... pour ces deux clubs-là, ça peut se justifier, cette volonté de l'attirer totalement vers un mercato agité à Metz, joueur convoité, vétéran ciblé. Plus on va approcher de la fin, plus ça va être tendu, comme il avait déjà reconnu l'été dernier. Stéphane Le Million n'apprécie vraiment pas les mercatos. Travail sportif au quotidien, il se passe beaucoup de choses dans la tête de certains joueurs. Après ce début, Brad Maggio, c'est vrai qu'il va s'envoler vers Aston Villa. Je crois qu'on a parlé de lui pour 12 millions d'euros. C'est ça. Attention aussi à Gauthier Hein, 29 ans, sous contrat jusqu'en 2028, auteur de 5 buts et 4 passes D en 15 matchs cette saison. Le milieu offensif est fortement convoité par la MLS, SC Dallas et San Jose Earthquakes. Quant au milieu sénégalais Alpha Touré, il a déjà suscité une offre de 7 millions de West Ham. Ok. Une proposition repoussée par Frédéric Arpinon, dont il est l'un des chouchous depuis son passage à Génération Foot. Le Mignon a aussi évoqué les cas épineux du latéral ivoirien Kofi Kwao et l'attaquant sénégalais Cheikh Sabali. Les joueurs en fin de contrat, les agents jouent sur cette situation. L'ailier actuellement à la CAN, Cheikh Sabali, semble pouvoir apporter une somme supérieure aux défenseurs s'il part. Le départ ouvrirait la porte à la signature de Bounassar, sans club depuis 18 mois et qui s'entraîne avec le groupe. Donc ça, c'est beau. Et enfin, les attaquants Morgan Bokele, Joël Assoro et Sadibou Sané pourraient aussi être concernés. Le Mignon espère que chaque départ d'un joueur utilisé sera compensé. Metz a initié un contact avec le milieu de Timoé Bakayoko. C'est ouf parce que tu fais partir des joueurs, certains ont une valeur sportive, d'autres financière, mais au final c'est pour enregistrer des joueurs libres et qui n'ont pas, tu vois, des grandes garanties. Bounassar et Timoé Bakayoko, c'est pas ouf quoi. En recherche d'une option à même de renforcer son milieu, le FC Metz a initié le contact avec l'ancien monégasque Timoé Bakayoko libre depuis 6 mois. Dans cette information, je lis beaucoup de choses, mais ce qui m'étonne le plus, c'est que Timoé Bakayoko n'a que 31 ans. Pour moi, je lui en donnais 33, 34 facile. Donc, une information quand même à prendre en compte. Attaqué de toutes parts en ce début de mercato, donc Alpha Touré, West Ham, Maggio, tout ça. Bakayoko, libre depuis son départ du PAOK Salonique, avec qui il apparaît à 9 reprises seulement la saison passée. L'ancien monégasque s'entretient à attendre un nouveau défi. Il y a des choses sur le feu, je suis déterminé à revenir dès janvier, j'ai des fourmis dans les jambes. Passé par Lorient, on s'en souvient, relégation. L'international français a été sondé par Toulouse l'été dernier, qui avait alors préféré signer Francis Abou, gravement blessé. Ils ont signé Demba Diop, Pape Diop, le joueur qui est passé par Strasbourg et Nuremberg, qui a d'ailleurs joué en Coupe de France hier contre Angers.
Le joueur est ouvert à un retour en Ligue 1, championnat auquel il compte 127 apparitions pour 7 buts. Ça bouge du côté de Metz, mon cher Pilian. Ça, c'est clair et net, quoi. On va surveiller de près nos bons Lorrains, ce qui se passe. Bran Passy, une nouvelle recrue pour Valenciennes, seulement 13e, le fils de Franck, qui est déjà passé par Montpellier, Niort. Il évolue cette saison en D3 portugaise. Donc renfort pour nos petits éléments de Ningesser. En manque de temps de jeu avec les Spurs, Matistel aimerait être prêté. Les saisons se suivent et se ressemblent malheureusement pour Matistel qui n'a que 20 ans. Tu vois, encore une fois, on le connaît depuis tellement longtemps, mais c'est très jeune. Le joueur formé à Rennes n'arrive pas à s'imposer dans le secteur offensif de Tottenham, malgré quelques entrées prometteuses. Après, c'est vrai que lui, il a été écarté de la liste pour la Ligue des Champions. Mais tu vois, il y a eu des matchs où je me suis dit, il a quand même envie de prouver. Il a notamment fait une bonne entrée, je crois que c'était contre Manchester United. Là, c'est vrai que son but contre Bournemouth, c'est pas mal. L'attaquant des Bleuets serait donc ouvert à un prêt. Lui qui n'a joué que 18 matchs, 607 minutes, inscrit 3 buts, recruté pour 35 millions d'euros. Mais pas sûr que la direction du club soit sur la même longueur d'onde. Tottenham devrait déjà faire 102 offensifs, Kudus blessé jusqu'en avril, et Brian Johnson vendu à Crystal Palace. C'est vrai que pour le coup, ça peut compliquer certaines discussions, situations. Après, évidemment, je pense à deux clubs en France. Monaco qui a perdu Minamino, qui va peut-être perdre Ilikena. Pocognoli qui aime bien aligner les attaques à deux avec Biarret et Balogun. Matistel, ça rentre totalement dans le cadre. Et puis bon, l'OM qui va peut-être perdre Robinho Vaz, quitte à ne pas dépenser l'indemnité, autant essayer de le faire venir en prêt. Mais Matistel, c'est dommage, ouais, parce que ça a été très tôt une météorite. Ses débuts au Bayern où il marquait à chaque entrée, chaque match titulaire, il prenait comme ça chaque pop-cord, il le dégustait et ça faisait plaisir. Mais pour le coup, tu arrives dans une équipe où il y a Harry Kane et t'en as d'autres sur le secteur offensif, c'est pas simple de se faire une place. Pour moi, l'idée de Matistel, c'est de trouver un club peut-être intermédiaire, mais où tu as ce temps de jeu, parce que c'est ce qui manque le plus, je considère. Milan, du coup, peut-être en attendant Vlahovic, ouais, c'est vrai que ça peut faire. Non, Ikena, je n'ai pas dit qu'il était blessé, j'ai dit qu'il était en instance de départ. C'est ce que j'ai entendu sur Beansport hier, qu'il pourrait s'en aller. Et Ikena, il est assez courtisé par la Bundesliga de mémoire. Donc, notamment Stuttgart, je crois qu'il était chaud sur lui. Bay énigmatique sur Szymanski. Le coach rennais a interrogé ce vendredi sur l'arrivée du milieu offensif international polonais. En début de semaine, des médias turcs faisaient l'écho d'un intérêt de Rennes pour le milieu offensif. 50 sélections, 6 buts qui voulait faire un batché. Formé au Legia, il a évolué auparavant au Dynamo Moscou, au Feyenoord. Beau joueur, hein. Moi j'ai déjà vu des séquences, c'est un beau joueur. Il peut évoluer sur le côté ou en 10 derrière deux attaquants, pile ceux qu'ont décidé d'envisager Rennes et son coach durant ce mercato pour amener une plus-value technique. En l'état, si Szymanski figure bien sur la liste établie par la direction sportive bretonne, les conditions d'une sortie éventuelle apparaîtraient pour le moment assez élevées et Rennes conditionne toujours une arrivée au milieu à un départ. Donc les partants, c'est Glenn Kamara, mais pour l'instant, c'est la période de se bousculer pour le milieu défensif finlandais. Et je pense aussi à Ludovic Blas qui pourrait, pourquoi pas, s'en aller. Seko Fana, il y a un gros salaire, ça va pas être simple à sortir, mais on verra ce qui va se passer pour lui, quoi. Est-ce que Tsolis, il partira sur ce mercato? Non, je pense. Enfin, je pense que Bruges a envie, tu vois, d'aller le plus loin possible en LDC, comme l'an passé, peut-être faire ce 8ème. Donc je pense qu'ils vont compter sur lui dans ce sens, quoi. Et Caceres vers Séville, selon le commentateur Bin, qui confondait Camandier et Djouma pendant tout match. T'as un Caceres, si tu le perds côté Toulouse, déjà qu'il y a Francis qui s'est blessé, t'as eu des départs, et tu as également, comment ça s'appelle, un joueur qui est assez important, je trouve, cette saison, qui est une plaque tournante pour Martinez Dovel. Attention, mais bon, peut-être qu'il y a une indemnité qui peut pas se refuser, mais entre Toulouse et Séville, t'as eu Suazo, t'as eu Ben Yedder, t'en as eu pas mal par le passé. Peut-être qu'il y aurait de nouveau des petites possibilités de mercato. Et après, ouais, je pense qu'on a à peu près tout dit. Un transfert qu'on a évoqué dans le dernier récap mercato, c'est Guendouzi qui a signé. Et d'ailleurs, Guendouzi, il a signé à Fenerbahçe, transfert au corps. Il a marqué dans le match de Supercoupe de Turquie contre Galatasaray, donc premier titre au bout de 3 jours pour Guendouzi. Et du coup, son remplaçant, c'est le néerlandais Kenneth Taylor, 23 ans, qui arrive de l'Ajax. Donc un joueur qu'on va découvrir en dehors de cette équipe d'Amsterdam. C'est intéressant parce que c'est un joueur qui a quand même eu des beaux standards. J'ai trouvé des fois un petit peu, je vais pas dire surcoté, mais il m'a jamais non plus épaté comme à l'époque De Jong ou Van de Beek. Mais bon, quand tu vas à la trajectoire de Van de Beek, tu te dédies et tout. Mais par contre, la Lazio qui récupère à ce milieu-là à 23 ans, je pense que ça peut être pas mal pour eux. Enzo Takafred qui s'engage avec Nancy. Et puis ce qu'on disait sur le Auxerre, aimerait se faire prêter pour 6 mois le gardien tchèque Antonin Kinski par le club anglais de Tottenham. Donc ceux qui ont déjà pris à Hamada. Ils veulent faire revenir Gaëtan Perrin. Et c'est vrai que Donovan Léon, les performances n'ont pas été assez convaincantes. D'autant plus que les Spurs seraient sur le point d'enrôler l'international ukrainien Andrei Lounin. Oh, j'étais passé à côté de ça. Et Lounin,
qui a quand même ce potentiel de gros gardien, mais qui a déjà 26 ans. Et c'est vrai que Thibaut Courtois, qui est toujours aussi bon, peut-être que lui, il a envie de plus. Ça peut tout à fait s'entendre, quoi. Les amis, je vais m'arrêter sur ce. Toujours bien d'avoir pu faire ce récap Mercato et ce gros récap Cannes en votre compagnie. Merci beaucoup. N'hésitez pas encore une fois pour ceux qui seront en rediffusion YouTube à mettre des likes, des commentaires, un petit peu de me donner votre ressenti sur tout ce qui se passe ce week-end. On n'a même pas évoqué la Coupe de France et la Super Coupe d'Espagne, mais on y reviendra demain, je pense, dans hors-jeu. Donc n'hésitez pas. Voilà, si vous a plu. Une pensée aussi pour ceux qui écoutent en podcast, comme toujours. Nous, on se retrouvera, je pense, vraisemblablement, pas simple à dire, mercredi après les 2 demi-finales de Cannes pour revenir là-dessus. Donc encore une fois, on verra aussi en cours de semaine pour faire un petit récap mercato. En tout cas, prenez soin de vous, profitez de votre dimanche. Il y a encore plein de choses à faire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le récap du quiz que j'ai pu faire hier. Alors attends, je vais essayer d'aller voir ça un petit peu. Hop. Normalement, je pense que le récap du quiz, il va être juste ici. Sur cette chaîne, si j'ai bien compris. Piliane, tu me diras un petit peu si j'ai eu bon ou tort. Hop, vidéo. Je pense que ça va apparaître là-dessus. Donc, hop. On va essayer. Hop, moi je te mets le lien de la chaîne pour regarder le quiz qui a eu lieu hier. Encore une fois, merci à Piliane pour l'invitation. Et merci à vous de m'avoir suivi. Hors-jeu lundi, exactement, hors-jeu demain, avec Bruce, notamment de retour, lui qui s'est sorti des galères de la SNCF. Donc profitez de votre dimanche, bonne Super Coupe d'Espagne, bonne Coupe de France, et on se dit à très vite les boss. Salut à tous.